When you're in your own nation, in your own land, you're in a position to get justice. But when you're in another man's country, in another man's land, under another man's flag, and under another man's government, and under another man's court system, you have to look to that other man for justice, and you'll never get it. And Negroes in this country probably are authorities on that. Dans cet entretien qui a été tourné à un moment où la ségrégation aux États-Unis était toujours en vigueur, Malcolm X explique que les Noirs américains ne jouissent pas des mêmes droits civils que les autres citoyens américains alors qu'ils vivent sur le même territoire. Le problème de la société américaine de l'époque, c'est donc qu'elle ne reconnaît pas certains droits civils à certains de ses citoyens. Les droits civils, ce sont les droits garantis par l'État. Or, en l'absence de droits civils, on ne peut rien revendiquer. Le droit est précisément ce pouvoir qu'on peut revendiquer, mais que seules les lois, et donc seul un pouvoir politique capable d'appliquer ces lois, peuvent nous donner. Pourtant, Malcolm X suggère ici que bien qu'ils ne jouissent pas des droits civils, les Afro-Américains devraient avoir en quelque sorte droit à ces droits. Or, des droits qu'aucun État ne peut nous garantir ne semblent pas être des droits civils puisqu'ils ne dépendent d'aucune loi. De quoi dépendent-ils alors? Et comment peut-on faire valoir leur existence? Cette question, vous l'aurez compris, n'est pas que propre à la situation des citoyens noirs américains avant le Civil Rights Act de 1964. C'est aussi une question qui s'applique à des populations opprimées comme les Ouïghours en ce moment en Chine, les musulmans en Inde ou les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le point commun entre ces situations est qu'à chaque fois, les lois qui oppriment ces individus ou les excluent de la société semblent aller contre un certain nombre de droits fondamentaux extérieurs à ces sociétés, ce que la Cour internationale de la justice, par exemple, appellerait des droits de l'homme, mais ce qui, dans la tradition philosophique et juridique, est mieux connu sous le nom de droit naturel. L'idée de droit naturel remonte à l'Antiquité grecque, et les penseurs de l'Antiquité qui y ont réfléchi se réfèrent en général à un exemple connu, celui du procès d'Antigone dans la tragédie de Sophocle. Antigone est la fille d'Œdipe, souvenez-vous, celui qui tue son père, couche avec sa mère et se crève les yeux, et la sœur de Polynice. Polynice, en l'absence d'Œdipe, décide de se partager le trône de Thèbes avec son frère, Éthéocle. Il devient un tyran et part souvent en guerre. Lors du changement de gouvernement, Polynice refuse de quitter le trône et il est chassé de Thèbes par les citoyens. Les temps passent et Œdipe meurt et se pose la question de la succession d'Œdipe. Polynice décide d'assailler Thèbes avec l'armée d'Argos. C'est lors de cet affrontement que lui et son frère Éthéocle s'entretuent. Créon, qui a pris le pouvoir et qui est l'oncle d'Antigone, émet alors un décret qui interdit d'accomplir les rites funéraires traditionnels pour Polynice. C'est-à-dire que toute personne qui enterrera Polynice ou qui lui rendra hommage sera punie d'une peine de mort. Antigone, qui veut rendre hommage à son frère, viole cette interdiction et, la nuit, va enterrer Polynice avec des gardes. L'un des gardes, un espion, vient informer Créon que son décret a été violé. Aussitôt, Créon se rend sur les lieux et demande à Antigone pourquoi elle a passé outre à sa loi. Voici la réponse d'Antigone. Ainsi tu as osé transgresser ma loi. C'est que Zeus ne l'a pas faite. Ni la justice qui siège auprès des dieux. Ils ont établi, eux, parmi les hommes, des lois auxquelles j'obéis. Mais je ne crois pas que toi, mortel, aies tant de pouvoir, que tes décrets puissent surpasser les lois immuables des dieux. Car celles-ci, nul ne sait leur commencement. Elles ne sont ni d'hier, ni d'aujourd'hui, mais de toute éternité. On remarque que Antigone justifie sa désobéissance en disant qu'elle est conforme avec des lois divines. Voici la particularité de ces lois. Elles ne sont pas créées par les hommes, on peut donc dire qu'elles transcendent les êtres humains, et d'autre part, elles sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles ne cessent jamais de valoir. Bien qu'elle ne le mentionne pas, on voit souvent dans cette réplique d'Antigone une référence au droit naturel, un droit qui existerait indépendamment des lois et des décrets civils humains, un droit que n'importe quel être humain pourrait faire valoir quand il est confronté à une injustice. L'acte d'Antigone est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un acte de désobéissance civile, comme celui célèbre de Rosa Parks dans les bus Montgomery, qui aboutit en 1964 à la création du Civil Rights Act déjà mentionné. Quand on désobéit à une loi qu'on juge injuste, notre désobéissance doit se fonder sur un droit extérieur aux lois civiles. C'est ce droit qu'on appelle droit naturel. Le droit naturel, c'est un droit qui existe donc indépendamment de toute loi civile. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et ne cessera jamais d'exister, qu'il est absolu, c'est-à-dire que sa valeur reste toujours la même,
et qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les individus, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent. On oppose généralement le droit naturel au droit positif, c'est-à-dire le droit établi par les lois civiles. Ce qui est caractéristique du droit positif, c'est qu'il est posé, créé historiquement par les êtres humains. Contrairement au droit naturel, il est donc temporel, c'est-à-dire qu'il existe à un moment donné dans l'histoire et il peut cesser d'exister. Il est relatif, c'est-à-dire que sa valeur peut varier en fonction des sociétés et des époques. Et enfin, il est particulier, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à tous les individus, mais seulement à des individus soumis à certaines lois et donc à un certain régime politique. Dans l'exemple d'Antigone, le décret de Créon appartient donc au droit positif. Le problème que se sont posés les philosophes et les juristes pendant des siècles a été de savoir si le droit naturel avait une existence, ou bien si seul le droit positif, c'est-à-dire le droit dépendant des lois humaines, existait. Cette question devient d'autant plus pressante que le monde se sécularise, c'est-à-dire que l'idée d'une loi divine ou même d'une divinité apparaît de plus en plus obsolète, notamment avec la séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique. À chacune de ces deux alternatives correspond une école philosophique. Du côté du droit naturel, le jus naturalisme, jus en latin signifie droit, et le positivisme juridique, selon laquelle la justice peut se fonder uniquement sur le droit positif. Commençons par analyser le point de vue du positivisme juridique. Celui qui a théorisé cette position de la manière la plus aboutie est le philosophe et juriste autrichien Hans Kelsen dans son livre Théorie pure du droit. Pour Kelsen, tout système légal peut et doit se fonder uniquement sur des lois positives et non, comme le pense Antigone, sur des lois divines ou des lois naturelles transcendantes. Cela signifie donc que toute norme qui compose un système juridique, les lois, les constitutions, les décrets, est créée par un acte spatialement et temporellement déterminé. Par exemple, la Constitution française a été posée en 1789, la loi de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, et c'est ça qui constitue leur caractère positif. La théorie du droit que propose Kelsen doit donc être axiologiquement neutre, c'est-à-dire qu'elle ne doit faire référence à aucune base morale. Pour Kelsen, tout système juridique consiste en fait en une hiérarchie de normes qu'on peut représenter sous une forme pyramidale. Autrement dit, ce qu'on appelle l'état de droit, qui rassemble l'ensemble des instruments juridiques dans un pays, s'organise comme une pyramide de normes. Ici, par exemple, le système juridique français schématisé de cette façon. À chaque palier de la pyramide correspond un genre de norme, de telle sorte que la norme la plus proche du sommet de la pyramide est supérieure aux autres. Mais attention, contrairement à une pyramide qui est un édifice figé, la pyramide des normes de Kelsen est un édifice flexible et dynamique. Pour le comprendre, nous devons voir un peu plus en détail les relations entre ces différentes normes. Il y en a deux à retenir. D'une part, toute norme inférieure doit respecter la ou les normes qui lui sont supérieures. Par exemple, en France, les lois doivent être en accord avec la Constitution. Du bas vers le haut de la pyramide, on a donc une relation de conformité. Cette relation de conformité va déterminer si une norme est légale ou non. Autrement dit, une norme est légale si et seulement si elle est conforme à la norme qui lui est supérieure, qui elle-même n'est légale que si elle est conforme à celle qui lui est supérieure, etc. D'autre part, une norme permet des règles de modification pour toute norme qui lui est inférieure. Par exemple, le bloc de constitutionnalité donne des règles pour modifier les lois, qui permettront à leur tour de modifier les ordonnances, etc. Il y a aussi le fait que la norme au sommet de la pyramide se base sur une norme hypothétique, une sorte d'axiome, mais passons ce détail. Donc pour Kelsen, l'état de droit constitue un système dynamique, c'est-à-dire que les normes peuvent se réguler elles-mêmes, mais complètement fermées. Ce qui est juste dans ce système doit strictement correspondre aux normes inscrites dans la pyramide. Il n'existe pas de justice extérieure au droit positif. Si Kelsen a raison et que le positivisme juridique est vrai, cela signifie qu'on ne peut jamais invoquer de normes autres que celles qui font partie de ce système fermé. Par définition, l'acte de désobéissance civile d'Antigone sera illégal car contraire au droit positif, ici le décret de Créon. En effet, s'il n'existe aucune autre norme de justice que les normes légales, alors il n'y a aucun moyen pour Antigone de dire que son acte est juste. Pourtant, il est clair que bien que l'acte d'Antigone ne soit pas légal, il est quand même légitime. Autrement dit, bien qu'il ne soit pas conforme aux lois civiles et donc au droit positif, l'acte de désobéissance d'Antigone est quand même jugé de bon droit, de manière indépendante de ces lois. On peut donc dire qu'il est moralement justifiable. Si le seul droit positif existe, comment rendre compte de cette légitimité ? Autrement dit, comment faire valoir une légitimité autre que celle des lois et du pouvoir politique ? C'est là où le droit naturel semble devenir indispensable, mais alors il faut abandonner l'arsenal théorique de Kelsen.
Mais peut-être que cela en vaut la peine. En effet, si seul le droit positif permet de dire ce qui est juste ou injuste, légitime ou illégitime, on s'expose au risque que n'importe quel état de droit puisse valoir comme juste. N'oubliez pas que le système légal américain d'avant le Civil Rights Act de 1964 était bien un état de droit, c'est-à-dire qu'il s'agissait bien d'un système qui pouvait se formaliser sous la forme d'une pyramide de Kelsen. Pourtant, il est clair que les lois autorisées par un tel système étaient clairement injustes. C'est pourquoi il nous faut examiner l'autre point de vue, le justnaturalisme, ou le camp des défenseurs du droit naturel.